Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du samedi soir à la recherche de la vérité. Alors vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, je vous en remercie parce que c'est vraiment, ça fait plaisir. Alors ce soir, j'ai deux invités qui vont nous parler de BlackRock, de la haute finance internationale, entre autres. Et ça tombe bien parce que ça, c'est quand même un de mes sujets favoris, mais ça, je pense que vous le savez. Alors, mon premier invité est exceptionnel du fait de son parcours et de ses engagements. Énarque dissident, démissionnaire de la haute fonction publique en 1981, il a été candidat à la présidentielle en 1995, 2012 et 2017. En 1995, il annonçait déjà la crise financière qui allait éclater en 2008, exposant le danger de la dérégulation et du monétarisme, mais aussi en quoi cela allait nous conduire aux pires conséquences malthusiennes. Il a fondé en 1996 un mouvement politique qui s'appelle Solidarité et Progrès, dont il est le président. Il a aussi écrit et publié 16 ouvrages. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jacques Cheminade. De me donner la parole. Bonsoir et bienvenue. On a eu un petit décalage de son, mais c'est rien de grave, ça peut arriver de temps en temps. Bonsoir, monsieur Cheminade, donc, et bienvenue. Bonsoir. Alors, et merci de m'avoir reçu, de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, mon deuxième invité est apparu en même temps que monsieur Cheminade, puisqu'il est à ses côtés. Il est directeur de la publication et rédacteur du mensuel Nouvelle Solidarité. Il est membre de l'Institut Schiller, fondé en 1984 par Helga Zepp-Larouche, qui est présent dans une vingtaine de pays, donc la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie, la Russie, le Canada, les États-Unis, le Mexique, Venezuela, Colombie, Australie, etc. Donc on s'est rencontrés, lui et moi, alors lors de la remise du prix Falcon il y a peu à Paris, et j'ai le plaisir aussi d'accueillir donc monsieur Karel Veriken. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'inviter pour participer à cette émission. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux et franchement, j'en suis ravi. Alors, peut-être on va commencer par monsieur Cheminade. Vous allez peut-être nous présenter un peu votre parcours, vos engagements, pourquoi vous en êtes arrivé à autant d'engagements, parce que vous êtes quelqu'un de très engagé, et peut-être une présentation aussi de votre mouvement politique que vous avez créé, qui s'appelle Solidarité et Progrès. Je vous laisse la parole. Alors, je crois qu'il faut penser à une vie. Il y a quelques dates dans une vie. La première, c'est en 1946, j'ai 5 ans, et je suis sur la Désirade, qui est un bateau assez mal foutu, qui amène mes parents et ma famille d'Amérique latine en France. Mes parents avaient été en France, en Amérique latine, pendant la guerre, des va-et-vient. Donc, j'ai toujours été dans ces va-et-vient. Et là-bas, en arrivant, je vois des messieurs sur le bastingage, faisant des choses, ça sent très fort une odeur de terre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois ces messieurs qui jettent des pièces de monnaie pour que les petits Africains plongent et les ramassent. Et j'avais demandé à mon père de me prendre dans ses bras pour pouvoir voir. Et à ce moment-là, un monsieur me tend une pièce et me dit « Vas-y, vas-y ». Moi, j'ai pris sa pièce, j'ai sauté hors des bras de mon père et j'ai jeté la pièce sur le pont en disant « Je ne ferai jamais ça ». Donc, j'avais compris, je crois, qu'il y avait un traitement de l'être humain qui est inadmissible. Ça, c'est une première date. Deuxième date, j'en aurais beaucoup, mais une très importante pour moi, c'est le 17 janvier 1961. Eisenhower dit il y a un risque pour l'Occident qui est peut-être plus grave que tout le reste, c'est le complexe militaro-industriel. Mais on oublie que Kennedy, le même jour, reçoit la nouvelle de la mort de Lumumba et il est presque désemparé. Et je me demandais pourquoi. Je l'ai assez vite compris, c'est parce qu'il a vu qu'on a pu assassiner un chef d'État étranger, que ses services ont pu l'assassiner, et que lui qui allait être président n'était pas informé. Ensuite, 1986, c'est la période où on impose à l'Europe la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Et je dis là, c'est la fin de l'État-nation qu'on obtient par ce moyen-là, soi-disant pour permettre
permettre la liberté des échanges, liberté des choses. L'autre, c'est le 15 août 1971, la séparation, 15 août 1971, oui, la séparation du dollar et de l'or, où là, je vois qu'on rentre dans le Far West financier. C'est alors que je rencontre l'homme politique américain Lyndon LaRouche, qui répond dans une première discussion que je peux avoir avec lui et certains de ses collaborateurs, en disant on va vers un monde où le financier va tout dominer. Ça va être une situation du court terme, le court terme dans les affaires, et ça va être destructeur de l'économie et destructeur des personnes. Alors, si on attaquait ça à l'époque, on est dans les années, au début des années 70, hein, juste après 1971. On était l'extrême gauche. Maintenant, il dit, mais en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sous-culture qui se développe sous prétexte d'être une libération, qui est une sous-culture de la consommation de drogue, qui est une sous-culture des trafics en tout genre, trafic d'armes, et aussi une culture du sexe marchandise qui se développe en même temps. Si on attaquait ça, on était de droite ou d'extrême droite. Donc LaRouche dit, mais c'est la même chose. C'est un monde, un système qui avance sur deux pieds. L'un, c'est le culturel et l'autre, c'est le financier. Et ça va ensemble parce que c'est le court terme et c'est un monde où on traite l'homme comme un objet, comme une marchandise. Or, la déclaration de Philadelphie de 1944, qu'on oublie souvent, disait le travail n'est pas une marchandise et l'être humain n'est pas une marchandise. Donc là, je vois, il faut faire quelque chose parce que je vois que les partis politiques que j'avais vus, dont j'avais suivi les idées quand ils en avaient, souvent ils n'en avaient pas, ils avaient plutôt des préventions les uns vis-à-vis des autres. Il n'y avait rien qui réponde à cela. Et c'est dans cet ordre-là que d'abord, j'ai participé à la fondation de quelque chose qui s'appelait le Parti ouvrier européen. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, solidarité et progrès. Alors pourquoi solidarité et progrès? Parce qu'il n'y a pas de solidarité sans progrès, il n'y a pas de progrès sans solidarité. Séparer les deux, c'est ce qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, où beaucoup de gens parlent de progrès, mais c'est financier, c'est estimé en monnaie, donc ça n'a rien à voir avec le progrès. Et beaucoup parlent de solidarité, mais sans avoir une conception de l'homme créateur, avec une énergie créatrice qui lui permet de rendre l'univers meilleur pour lui-même et surtout pour ses semblables. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis lancé. J'ai eu ces 3 campagnes présidentielles où j'ai été, comme je pouvais l'attendre, très maltraité par les élites, entre guillemets, au pouvoir, par les journalistes qui, peu ou prou, leur obéissaient. Mais aujourd'hui, en effet, je crois qu'il y a une prise de conscience de tout ce que j'ai essayé d'amener sur la scène politique en France. Et je pense que c'est le moment où d'avoir cette discussion sur comment cette oligarchie financière, dans sa phase ultime, parce qu'elle émet de l'argent, sans production et sans amélioration de la condition des êtres humains, et dans la phase où elle engendre la guerre. Comme le disait Jaurès, hein, elle amène la guerre. C'est l'orage financier aujourd'hui, on pourrait dire, qui amène l'orage de la guerre. Et pourquoi? Parce que cette élite financière, à bout, doit être prédatrice. Sans ça, elle n'existe pas. Elle doit conquérir des positions partout dans le monde. Et aujourd'hui, on voit ces guerres qui se produisent, qui sont des guerres qui sont ce qui n'a pas été résolu en 1945, territorialement ou politiquement, mais aussi des guerres de cette oligarchie qui entend conserver son pouvoir en s'imposant aux autres et en pillant leurs ressources. Donc, d'où mon engagement politique, notre engagement politique, qui essaye d'être lanceur d'alerte, ce que j'ai essayé dans les présidentielles, mais qui aujourd'hui est plus entendu et plus écouté parce que les gens prennent conscience de vers quoi on veut les amener. Eh bien, merci. Rien. Parfait. Karel, je vais donner la parole. Pardon, il y a une petite. De temps en temps, une petite. Je vous remercie, mais l'être humain est toujours imparfait. Il faut le rendre meilleur. Oui, absolument. Non, absolument. Ça, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec cela. Karel, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter aussi un petit peu et nous parler brièvement aussi pour le présenter de l'Institut Schiller, s'il vous plaît? Oui,
Oui, voilà, donc moi je suis un militant de longue date aux côtés de Jacques Cheminade et aussi donc dans l'Institut Schiller. Alors l'Institut Schiller, c'est un think tank, comme on dit, c'est pas un parti politique, c'est un réseau de gens disons, qui à l'échelle internationale essayent disons, ça a été commencé donc dans les années 80 et avec il y avait d'un côté la fin ce qu'on appelait le mouvement des pays non alignés, c'est-à-dire que, vous savez, au moment de la guerre froide, il y avait les deux blocs, il y avait déjà toute une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, que ce soit l'Inde ou notamment à partir de la fameuse conférence de Bandung en 1956. Donc il y avait des pays africains, il y avait Nkrumah, il y avait Nehru en Inde, etc. Il y avait des gens qui voulaient échapper à cette logique des deux blocs pour exiger le droit au développement de chaque pays d'avoir de l'eau, de l'énergie, du transport, une éducation, un logement, et d'échapper à cette logique coloniale et néocoloniale de l'époque. Mais ces dirigeants, soit ils ont été assassinés, comme Indira Gandhi, que M. Larouche, dont Jacques Cheminade vient de parler, a pu rencontrer. Donc ces pays du Sud se sont très vite mis en phase avec le combat des droits civiques aux États-Unis ou le combat de Larouche aux États-Unis pour l'émancipation de tous les gens qui ont été les victimes et les opprimés du système. Donc ce pont entre le Nord et le Sud, l'Institut Schiller a toujours été très fort de voir cette complémentarité, de ne pas tomber dans les blocs ou dans les oppositions des riches contre les pauvres ou les noirs contre les blancs, mais de chaque fois être capable de trouver un intérêt commun. Et donc, une des choses, pour résumer, une des choses qui est très marquante, c'est qu'à partir de 1996, Mme El Gazet-Plarouche a été, au même moment que Jacques Cheminade en parlait pendant sa campagne présidentielle, par exemple, Mme El Gazet-Plarouche a été en Chine pour convaincre et promouvoir l'idée des fameuses nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire une coopération internationale non pas basée sur l'enrichissement financier, mais basée sur les grands projets d'infrastructure, de la connectivité, la question de l'eau et le développement mutuel gagnant-gagnant. Donc, il a fallu attendre 2013 quand Xi Jinping à Astana, donc au Kazakhstan, a annoncé que ça devenait la politique officielle de la Chine, l'initiative des routes de la soie, qui aujourd'hui donc est en train de se dédoubler avec la question de la dédollarisation, parce qu'évidemment, vous commercez dans une monnaie qu'on vous pique ou contre, vous faites, on vous inflige des sanctions qui vous paralysent complètement. À un moment donné, il faut effectivement que tout ce bascule du monde vers l'Est et vers l'Asie et les échanges commerciaux, à un moment donné, cette réalité économique va se doter de ses propres instruments financiers. Petit à petit, c'est en train d'être mis en place, mais dans l'idée, non pas d'être contre tout ce qui existe, mais d'incarner une alternative qui finalement puisse de nouveau permettre à se retrouver à l'échelle mondiale autour de quelque chose de mettre fin à ces éternels conflits qui sont complètement infantilisants, parce que tous les êtres humains, finalement, on a les mêmes intérêts de nous améliorer, d'avoir un développement mutuel. Donc l'Institut Schiller se veut citoyen du monde et patriote. Donc chacun, évidemment, adore son propre pays, son histoire, mais en même temps, on est parfaitement capable de se mettre à la place des autres et de comprendre l'histoire des autres pays et de non pas juger sur les apparences, mais de vraiment connaître les autres par le dialogue et par la discussion, de créer autant que possible, de résoudre tous ces disputes et ces conflits par le dialogue. Et c'est ça, en gros, la mission de cet Institut Schiller. Qui Schiller était donc poète allemand, mais en même temps nommé citoyen d'honneur en France au moment de la Révolution française, parce qu'il a inspiré un idéal qui mettait les gens ensemble. D'accord, ok. Écoutez, merci.
Alors, Monsieur Cheminade, en 2012, donc vous avez eu vos 500 parrainages pour l'élection présidentielle. Et j'ai bien aimé votre slogan à l'époque, c'était un monde sans la City ni Wall Street. Extraordinaire slogan. Ça veut dire un monde avec des États-nations et des États-nations qui exercent leur pouvoir et pas qui laissent ce pouvoir s'exercer par la City, qui est le grand instrument de blanchiment de l'argent sale du monde entier, et par Wall Street, qui est son associé. Son associé est peut-être devenu plus puissant en surface, mais moins puissant en qualité intellectuelle perverse. Mais c'est deux associés, c'est comme les deux bandits qui vont brûler le palais d'été en Chine et que Victor Hugo a dénoncé, le bandit français et le bandit anglais à l'époque. Donc voilà. Et je pense que cette campagne, on a vu l'hypocrisie de certains. Je pense à l'époque de celui qui était dirigeant, Gabriel, du Parti socialiste en Allemagne, qui a dit toutes les élections en Europe dépendront de si l'Europe des nations gagne ou si c'est celle de la City et de Wall Street. Elle l'a dit comme ça. Ceci dit, il n'a rien fait pour, comme tous les autres, et pire que les autres parce qu'il était conscient de la situation. Donc, ce qui, pour moi, est particulièrement écœurant, c'est qu'on met les gens en condition, on joue sur leur peur, on le voit avec l'Ukraine, on le voit avec Gaza, et on joue aussi sur, je dirais, l'hypocrisie et la cupidité. Et si on regarde bien ce qui se passe dans les réseaux, à la télévision, dans la société des images, ce qu'on voit, c'est la promotion des addictions. On le voit avec la pornographie, on le voit avec la drogue, on le voit, pire que tout, avec le culte de la monnaie. Et tout ça crée chez l'être humain une incapacité de réfléchir sur ce qui est bon à long terme et le rend incapable aussi de penser que fondamentalement, on est capable de bien, que le bien nous définit et que le mal n'apparaît que lorsqu'on ne fait pas le bien. Le mal, c'est l'absence de bien. Le grand philosophe Leibniz l'a dit très tôt, d'autres l'ont dit aussi en France, comme Lefebvre d'Étaples ou d'autres encore, donc, ou Jean Baudin. Donc, il y a toute cette histoire qu'on doit retrouver, et on doit la retrouver en ce qu'elle est aujourd'hui, un moment d'affrontement décisif. Parce que BlackRock, State Street ou Vanguard représentent exactement cela. Des forces qui sont des gestionnaires de fonds et qui mettent leur pouvoir un peu partout avec une certaine domination exercée, une domination de plus en plus forte d'ailleurs, et qui ne sont pas, en termes de leur propre fonctionnement, essentiellement en recherche de profits énormes. Ils sont en recherche de contrôle de tout et de tout contrôler. Et voir une société, disons, qui soit asservie à leur conception du monde. C'est ça, c'est bien, c'est tout à fait bien résumé. Karel, vous voulez rebondir sur ce que vient d'exprimer M. Cheminade? Oui, sur cette question de la Wall Street à la City, parce qu'on se plaît à dire que BlackRock, c'est américain. Et c'est vrai, hein, ils ont leur siège aux États-Unis, mais à l'origine, qu'est-ce que vous avez à l'origine? Vous avez Barclays Global Investors, la Barclays, d'accord? Les conseils, c'était le top du conseil en investissement financier de la City. C'est eux avec lesquels Larry Fink, en 88, va créer BlackRock. Absolument. À l'origine. Avec lui-même, et je pense qu'il est en train de refaire la même erreur aujourd'hui, hein, parce que là, il vient de valider donc les crypto-monnaies, parce que aujourd'hui, on ne spécule pas avec les crypto-monnaies, on fait des fonds indiciels. Donc, on joue sur les indices avec les trackers, avec les ETF, et donc les banques disent « Oh, c'est rien, c'est juste un indice, je ne gagne pas et je ne perds rien ». Donc, il y a toute une illusion d'un monde virtuel où on se fait des gros chiffres et la SEC, en fait, a donné son feu vert. Et là, il y a 15 jours ou il y a une semaine, en fait, BlackRock a inclus dans ses ETF
Goldman Sachs, etc. Tout le monde rentre maintenant dans la barque. Et donc, à mon avis, puisque les crypto-monnaies, vous savez, Jacques Attali, qui a dit beaucoup de bêtises, a dit une chose très juste. Il dit un État sans monnaie, ça peut exister, mais une monnaie sans État, ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Donc, si vous avez une bande d'ingénieurs de l'informatique qui créent des monnaies virtuelles, à un moment donné, il y aura la réalité qui viendra frapper à la porte. Et le château s'effondrera gravement. Donc, on est dans ça maintenant. En 2020, et ça pour revenir sur les Anglais, donc Aladdin, que vous avez mentionné dans votre propre émission, qui est la grande unité donc qui suit tous les. Si vous achetez un camembert chez votre épicier, ben Aladdin sait qu'il y a une tendance à la vente des camemberts. Hein, ceux qui font. Aladdin, en 2020, a fait une alliance avec Azure Microsoft. D'accord ? Microsoft eux-mêmes ont acheté pour 2 milliards tous les données de la London Stock Exchange Group. Parce que, donc ce qui se passe, c'est qu'avant, c'était les banques qui achetaient tout. Maintenant, c'est tous les gens, Jacques en parlait dans l'introduction de notre dossier, qui sont les GAFAM, maintenant, qui sont eux en train d'acheter tous les banques pour avoir les données. Parce que la vraie richesse du monde actuel, ce n'est pas l'argent, ce sont les données, le contrôle des data. Donc, Aladdin, maintenant, est avec Microsoft. Microsoft a acheté les données de Londres, de la City de Londres. Hein, c'est quand même étrange. Hein. Et Amazon donc, a fait un deal, acheté les données du Nasdaq. Google Alphabet a acheté les données du Chicago Mercantile Exchange. Donc, on voit les gens des GAFAM qui mettent maintenant la main sur toutes les banques et sur tous les gens qui contrôlent la gestion des actifs. Et c'est bien là, cette concentration dont parle Jacques, d'un oligopole financier qui veut tout contrôler et qui, voilà, ce sont les rois des rois. Et je peux ajouter quelque chose ? Je vous en prie. C'est une situation d'inceste financière. Parce que si vous regardez State Street, Vanguard et BlackRock, BlackRock, c'est tous des gestionnaires de fonds. BlackRock, c'est environ 10 000 milliards. Vanguard, ça doit être 8 200 milliards. Et State Street, maintenant 4 000 milliards. 3 500, 4 000 milliards. Et elles sont reliées entre elles de façon tout à fait comme avec des cordons ombilicaux. State Street possède près de 3% de Vanguard et 4% de BlackRock. BlackRock possède 4,7% de State Street et 12,6% de Vanguard. Et Vanguard possède 7,9% de BlackRock et 8,80% de State Street. Donc, c'est une inceste financière. Alors, ça, c'est maintenant ce qui est le centre de ce mouvement qui était la City et Wall Street, mais maintenant ça va vers ces gestions de fonds qui possèdent des actions dans tous les pays du monde. Entre Microsoft, par exemple, est possédé BlackRock plus Vanguard à 13%, mais il possède ailleurs 3, 4, 2% d'actions, par exemple 5% de Danone en France, il possède une partie importante de Total, BlackRock est le premier actionnaire de Total, etc. On a tout ça. Et tout ça fonctionne comme un château, comme l'a dit Carrel, un château de cartes. Je pense à ce tableau de Chardin où on voit un enfant avec un château de cartes qui joue avec des cartes et les cartes sont prêtes à tomber. On en est là. Mais le danger, c'est que ce château de cartes peut entraîner le chaos ou la guerre. Et là, on y est aussi. Et il ne faut pas que nous tombions avec le château. Il faut que le château sorte et qu'on s'en débarrasse. Donc, voilà. Et de ce point de vue, nous proposons une nouvelle architecture financière et monétaire à l'échelle internationale qui soit fondée sur la sécurité, d'abord. Quand on demande aux gens en Afghanistan, en France, il se trouve que nous avons trouvé la même réponse un peu partout. Aux États-Unis, ce que les gens veulent, c'est la sécurité. Donc, si cette sécurité est kidnappée par des partis qui n'en ont aucun souci, mais qui l'utilisent comme un instrument pour monter au pouvoir, c'est un désastre. Donc, il faut cette sécurité qui soit à la fois à un niveau national et international
et par le développement mutuel. Ce qui entraîne, si on veut un développement mutuel, une politique de l'eau, de la santé, une politique de la production agricole. Et c'est intéressant de constater que BlackRock s'est précipité sur la production agricole. Il y a un bon document qui a été fait sur cette question, je l'ai ici, qui s'appelle une analyse, c'est une analyse de Iris France, et qui montre bien comment Larry Fink se précipite sur 3 choses. L'agriculture, c'est nouveau, les nouvelles technologies, la transition écologique, et des positions un peu partout. Alors, quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de dire, voilà, il faut que je contrôle tout. Donc, si je contrôle 3, 4, 5% d'une société, c'est suffisant pour la contrôler parce que je peux exercer le chantage. Si tu ne m'obéis pas, tu ne pourras pas accéder au marché financier. Donc, tu n'auras pas l'argent. Tant pis pour toi. Alors, dans ce contexte, ce qui est frappant, c'est que c'est quelque chose où on joue sur tous les tableaux. Un exemple, la transition écologique dont on parle tant. Oui, ils se précipitent sur le secteur vert de la société, ils veulent contrôler et faire un nouveau extraordinaire instrument de profit de les énergies dites renouvelables. Mais en même temps, pour faire les énergies renouvelables, il faut du pétrole, il faut de l'acier, il faut du béton. Donc ils se précipitent aussi sur ça. Et ils essayent de tenir les deux bouts, mais dans un système qui est orienté vers son autodestruction en termes physiques, parce que ce n'est plus une société de la production physique, c'est une société du virtuel. Et ce n'est pas seulement les gens qu'on précipite dans les écrans sur le virtuel, c'est une société qui, avec en particulier la façon dont sera utilisée l'intelligence artificielle, qui peut être une très bonne chose, mais qui est vue comme un instrument d'asservissement des êtres humains, dans cette orientation-là, en effet, on fera peut-être, si les choses continuent comme elles vont, mais je ne crois pas qu'elles pourront continuer parce qu'il y a le risque de guerre qui éveille les gens et disons l'austérité sociale qui va se dessiner en France de façon particulièrement spectaculaire après les européennes du 9 juin. Donc, les gens se réveilleront et ça, c'est ma conviction la plus profonde et qui me donne de l'espoir. Mais il faut les éduquer, leur donner un sens de ce qu'est la société et comment elle fonctionne et comment il peut se faire qu'aujourd'hui, on dise il n'y a pas d'argent et on voit l'hôpital, on voit l'école, on voit le laboratoire ne plus fonctionner. Qu'est-ce qui arrive réellement? Et que cet argent a été détourné vers des spéculations financières et lorsqu'il est émis sans la production, sans les infrastructures correspondantes. Donc, on est dans un monde qui fonctionne, c'est le monde de la City et de Wall Street, mais à l'étape ultérieure, qui est le monde de State Street, de BlackRock et de Vanguard, qui est un monde de la fausse monnaie. C'est un monde de la gestion de fausses monnaies. Et la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine participent à cela en branchant l'État sur ces fausses monnaies. Donc on est dans un monde où, comme tout monde de la fausse monnaie, on le sait en France, chaque fois qu'il y a eu cette fausse monnaie qui a été mise, ça a été un désastre. Donc c'est de là qu'il faut sortir. Et on parle dans le domaine politique de ceci et de cela, de sujets comme l'immigration, qui ont leur importance, de sujets comme l'hôpital, tous ces sujets-là qui sont importants, mais qui sont déterminés par un système financier qui jettera, dans sa phase ultime, l'actuelle, les uns contre les autres. C'est pour ça qu'il produit la guerre. C'est pour ça qu'on a un problème qui n'est pas tellement un problème d'immigration, mais de migration ou d'émigration. Si on développait les pays du Sud, il y aurait beaucoup moins d'émigration. C'est une émigration, disons, saine, bonne, où ces gens viennent se former chez nous, puis ils vont dans leur pays. Nous allons dans leur pays pour des efforts industriels, d'infrastructures, d'amélioration. Mais non, on est dans une chose où on a complètement renversé la table et aujourd'hui, littéralement, les chefs d'État rampent parmi les assiettes et les plats renversés sur le sol. C'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné les ETF.
Peut-être pourriez-vous expliquer un peu pour les internautes qui nous suivent, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas bien le système des ETF, qui sont des fonds indiciels qui suivent la bourse. Et ce qu'il faut savoir aussi, et après je vous repasse la parole, c'est que en 2022, juste après l'opération spéciale lancée par le président Poutine en Ukraine, l'OTAN a créé un ETF spécialement pour qu'effectivement favoriser la fabrique d'armes, etc., etc. Donc, si vous pouviez expliquer soit l'un soit l'autre ce que c'est vraiment qu'un ETF pour que tout le monde comprenne bien, parce Alors, que un ça, ETF, voilà, allez-y. c'est la gestion indicielle. Alors, on prend toutes les actions et on en fait un paquet, et ce paquet, on le vend sous forme d'actions sur ces actions. Alors, ça s'appelle la gestion indicielle, c'est différent de la gestion où on investit sur Total ou sur Air Liquide, on investit sur un ensemble de choses. Et comme avec Aladdin, BlackRock a la connaissance des données qu'il possède par ailleurs, il peut être une sorte de oligopole ou même de monopole avec les deux autres sur le marché. Et de ce point de vue-là, il vend des ETF et une grande partie de ce qu'il vend aujourd'hui à sa clientèle, c'est des ETF, c'est-à-dire des indices moyens. Donc, et comment il contrôle ces indices moyens? Parce qu'il a des positions, il a pris des positions avec l'argent qu'on fait ses clients, il a pris des positions sur pratiquement toutes les actions. Donc, il peut à partir de là faire ses ETF et avoir une gestion qui n'est pas tellement bénéficiaire. C'est pas ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir exercé total de contrôle partout. Et c'est effrayant parce que ce type de système-là, qui n'engendre pas de progrès réel, le progrès réel, c'est pas gagner beaucoup d'argent, c'est pas faire de la monnaie. C'est le progrès réel, c'est faire quelque chose de meilleur pour que le potentiel d'être humain sur Terre, pour qu'il y ait plus d'êtres humains sur Terre. Vous savez, il y a la très belle formule du judaïsme, reçoit tout homme avec un beau visage, qui sont en train de trahir sur toute la ligne aujourd'hui, trahissent leurs propres valeurs. Et c'est pas seulement eux, il y a une trahison par chacun de ses propres valeurs. Et c'est ça l'hypocrisie, qui est vraiment atteint des proportions aujourd'hui, qui commence à indigner les gens. Et je pense que c'est le bon moment parce que les ETF, c'est une sorte de bonneteau, hein, qu'on a effectué un tour de bonneteau. Vous savez, on met les choses, on les cache, mais on les ah non, c'est pas toi, t'as pas gagné. Donc voilà, c'est exactement ça qui est en œuvre. Alors, évidemment, c'est quand même des sommes énormes si vous faites et dans des sociétés, dans les GAFAM, dans Microsoft, dans Apple, dans Alphabet, Google, dans Amazon, dans Netflix ou dans, je ne sais pas, Nvidia ou aussi Zuckerberg, l'ancienne Facebook, ou Meta maintenant, ils ont entre 2 et 15%. Donc, il y a un contrôle de tout ce système. Donc, dans ce système, si on reste dans ce système, ils sont gagnants, mais en détruisant la substance de notre société. Donc, si on défend la substance de notre société, il faut être non seulement en opposition à un système, mais en créer un autre. Et là, c'est notre combat pour une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel à l'échelle du monde. Et nous pensons que c'est l'exigence de cette pays, cette majorité du monde maintenant, qui représente en parité de pouvoir d'achat beaucoup plus d'argent que le G7 de l'Europe. L'Europe, c'est fini, on commence à le dire. Qu'est-ce qu'on pense ailleurs? Non, c'est ailleurs qu'on se dit, et qu'est-ce qu'on pense ailleurs? Et leur ailleurs, c'est l'Europe. Donc, on est dans un monde où c'est la fin d'une certaine forme de pouvoir associée malheureusement à l'Europe et à l'Occident. Et la fin de ce pouvoir est ressentie, le moment est ressenti par beaucoup de pays qui ne sont pas parfaits. Alors on dit oui, c'est les autocrates qui sont épouvantables, Xi Jinping, Poutine, Erdogan ou je ne sais qui encore. Mais ils représentent de façon imparfaite, mais ils représentent de façon tout à fait réelle la volonté des pays du Sud d'avoir un monde juste qui permette le développement. Et pas comme ils ont eu jusqu'à maintenant, un monde où ils s'endettaient, on les faisait s'endetter, ils voyaient assez peu de
chose correspondant à leur endettement, on a acheté leurs dirigeants, et puis finalement, ils se trouvaient remboursés 3 ou 4 fois ce qui leur avait été prêté sans qu'il y ait de construction correspondant ou de développement dans leur pays. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt, comme ils pouvaient payer à un certain moment, s'arrangeait pour qu'ils ne puissent pas payer les taux d'intérêt composés, et ensuite en monnaie nationale qui s'effondrait, on finissait par payer avec les taux d'intérêt composés et cette monnaie nationale qui s'effondrait, 3 ou 4 fois la dette, ils en ont assez, ils ne veulent plus de cela, et ils veulent, même si on dit, on construira peut-être des ponts et des routes, c'est trop, c'est pour rien, non, ils veulent quelque chose de physique qui permet d'assurer à leur population, disons, un niveau de vie qui corresponde à ce qu'a développé la Chine. Parce que quand ils regardent la Chine, ils se disent quand même, en 1970, c'était à peu près, le pouvoir d'achat moyen était de 170 euros. Aujourd'hui, c'est 12 000 euros moyen. Alors, il y a des gens qui sont encore pauvres en Chine. Hein. Ils ont éradiqué les très pauvres, mais il y a eu ce développement énorme. Et ils se disent dans les pays occidentaux, qu'est-ce qu'on voit ? En Europe, par exemple, depuis 10 ans, on voit un taux de 1%, et en fait, ce n'est pas un taux de 1%, parce que c'est en monnaie, si c'est en bien physique, en développement réel, avec ce qui est utile à l'homme, l'école, l'hôpital, le laboratoire, on est en recul depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce que le monétaire a boosté le financier, et le financier s'est détaché du réel, de la production réelle de biens, et on arrive à cet écart, et mon ami Lyndon LaRouche avait fait cette triple courbe, montrant comment le taux de croissance du financier devenait de plus en plus grand, le taux de croissance du monétaire encore plus grand pour booster le financier, et le taux de développement réel de l'économie physique et humain en baisse. Et on est là dans les pays occidentaux, et les autres pays s'en sont aperçus. Absolument. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que quelle est l'emprise de BlackRock aujourd'hui, de State Street et de Vanguard, sur la Russie et la Chine? Est-ce que, pour l'instant, ils arrivent vraiment à percer en Russie et en Chine? Alors, pour la Chine, oui, c'est une des choses c'est-à-dire il y a des coopérations avec la Chine. Je ne connais pas l'étendue, mais la Chine, par exemple, sur les crypto-monnaies, elle est intraitable. C'est-à-dire qu'il y a en Russie et en Chine des gens qui veulent faire des crypto-monnaies, mais nationales et contrôlées par les États et servant uniquement pour des échanges éventuels entre des États. Non pas comme un jeu spéculatif aux mains de mafias qui en profitent pour blanchir tout l'argent de la drogue et tout ce qui vient avec. Hein. Parce que c'est ça aujourd'hui, les crypto-monnaies. C'est là où les écolos vont peut-être nous rejoindre. Parce que, oui. Parce que BlackRock, qui ignore pas que 80% de l'énergie consommée dans le monde, c'est quand même les hydrocarbures, c'est quand même des profits sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Donc BlackRock prétend qu'ils sont écolos, qu'ils sont pour la transition verte, etc., tout en maintenant tous ces investissements dans l'armement et dans les hydrocarbures. Maintenant, les crypto-monnaies, ça va tuer leur réputation parce qu'ils ont calculé maintenant que les blockchains, pas les blockchains, les blockchains pour produire les crypto-monnaies, ça consomme l'équivalent du Pakistan, qui a 230 millions d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent de 190 centrales au gaz. Et pour compenser cela, il faudrait planter 4 milliards d'arbres. Pour expliquer quelque chose sur la blockchain, c'est des registres de données, donc on va toujours les donner, et qui fonctionnent à une vitesse fabuleuse, à la vitesse de la lumière, mais ça dépense énormément d'énergie. Et cette énergie n'est pas pour la production de biens réels, elle est pour des jeux. Quelque part, c'est un jeu monétaire. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est que la logique des BRICS, de la Russie, de la Chine, l'Inde, c'est un cas un peu à part parce que c'est un pays qui est déchiré entre sa nécessité de travailler avec la Russie et de ne pas entrer dans une guerre avec la Chine, mais qui de l'autre côté veut avoir tous les profits des États-Unis. Mais la Russie et la Chine, dans la dynamique de leurs orientations, et l'opposé même de BlackRock. Donc, de ce point de vue-là, BlackRock n'irait pas très loin. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais préciser. C'est que donc en 2021, nous avons fait avec Solidarité un progrès, donc un rapport que vous pouvez vous procurer, BlackRock et The Big Three,
Alors, en 2 mots, ça dit quoi? Ça dit que BlackRock n'est pas seul. C'est-à-dire que les analystes ont vu que même si BlackRock parfois avait 3%, au même temps, dans la même entreprise, il y avait Vanguard qui avait 7% et State Street qui avait encore 5%. Donc, vous avez trois loups qui chassent ensemble, ils chassent en meute. Quand ils s'ennuient, ils se battent un peu entre eux, hein, parce que c'est des loups. Mais en général, quand quelqu'un les dérange, vous avez les 3 loups qui vous attaquent. Hein. Donc, en fait, à eux 3, ils ont entre 15 à 20% en réalité. Dans toutes les grandes banques, vous avez dans le dossier toutes les grandes banques, toutes les usines d'armement, tous les agences de notation, tous les grands médias, etc. Et c'est une concentration de pouvoir absolument inimaginable. Et ce que nous réclamons avec Solidarité Progrès et l'Institut Schiller, c'est qu'au moins on classe ces institutions comme des institutions à risque systémique. C'est-à-dire, après 2008, il y a toute cette branche du capitalisme financier criminel qui a abandonné les banques parce qu'il fait trop de régulation sur les banques. Donc, si vous êtes un gestionnaire d'actifs, vous n'êtes pas soumis sous les mêmes réglementations, BAL 1, BAL 2, BAL 3, et les classifications qui vous classent en risque systémique, vous y échappez. Donc ces rapaces de la finance, ils ont simplement changé de costume pour échapper à la loi. Donc, le minimum que nous devons exiger, c'est que BlackRock soit classé comme une institution de risque systémique, vu son ampleur et son emprise sur la finance, et qu'elle doit respecter les mêmes contraintes que nos banques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais ça, j'entends bien, mais elle serait classée, en fait, BlackRock serait classée comme entreprise douteuse, mais par qui? Par quel c'est ça le problème? Par le droit international? Non, une volonté politique qu'il faut susciter. Ça ne peut être que de cette façon. Ce n'est pas telle loi ou tel règlement qui permettra de tout résoudre. Il faut que cette volonté politique s'exprime. Sans cela, je ne sais pas, je voudrais vous donner un exemple très simple de comment certaines choses se sont passées en France. Vous aviez en 2000 la banque HSBC, qui est la banque de la drogue. Hein. Nous sommes rencontrés à Falcon. Bon. Lance une OPA sur le Crédit commercial de France, qui avait été privatisé par l'État. Donc l'État privatise, voilà sa responsabilité. HSBC lance une OPA. C'est la plus petite des banques d'affaires françaises, elle fonctionne bien, de façon aussi honnête que peut fonctionner une banque d'affaires. Elle est fondée en France depuis 1917. Bon, HSBC s'en empare. Après, elle veut s'en détacher. Alors elle dit, nous allons vous permettre d'être à nouveau le Crédit commercial de France. Et vous allez pouvoir développer vos activités. C'est le 1er janvier 2024. Hein. Mais qui est derrière ce à quoi a été vendue la part de le Crédit commercial de France que possède la HSBC à un fonds qui s'appelle Cerberus. Enfin, il y a un Money Group, My Money Group, qui achète le CCF. Derrière, il y a un fonds Cerberus, qui est un fonds américain, et qui s'est installé en Europe aux Pays-Bas, avec toute la combine, avec les Pays-Bas et les impôts. Donc, on a tout un système qui se met en place, et je pense dans ce cas, c'est exemplaire. On pourrait montrer la même chose pour une grande entreprise comme Total. Total n'est plus une entreprise française. Total a été d'abord privatisé par Édouard Balladur. Vous voyez, comme tous jouent un rôle dans le même morceau, dans la même composition. 1993, vente à des investisseurs privés de la part que l'État possède dans Total. À ce moment-là, tentative d'OPA de Elf, ça ne marche pas, c'est Elf qui est absorbé par Total. Donc, Total est composé peu à peu de 87%, ce qu'on appelle d'actionnaires institutionnels, c'est-à-dire en réalité de groupes financiers. Hein. Et au bout de ça, BlackRock possède une influence très forte chez Total. L'investisseur britannique, 12,
12% environ, Qatar 3%. C'est-à-dire BlackRock, que Total n'est plus du tout une société française. Si on y regarde de près, on s'aperçoit que même pas 20% du capital sont français. Et ce sont des investisseurs étrangers. Donc, Total, certes, a des dirigeants français. Total a des gens qui ont des passeports français, mais qui sont sous influence de ce milieu financier que nous décrivons. Donc, je voudrais donner à un niveau Total, qui est le niveau le plus élevé, et à un autre niveau, celui du CCF, qui est le niveau d'une petite banque d'affaires très performante et qui marche bien. Donc, comment notre pays est mis sous emprise, on l'appelle sans consentement, comme on dirait dans un autre cercle de choses, sans consentement, est mis sous la coupe de cette institution, ou par un consentement, disons, obligé par une victime qui ne peut plus résister, comme dans les domaines dont on parle par ailleurs. Donc voilà l'état de notre économie. On a été littéralement violé, en douceur ou brutalement, mais on a été violé. Et ça, c'est la conséquence de tout ce dont nous parlons et dont nous avons parlé précédemment. C'est pour ça que les gens, aujourd'hui, s'aperçoivent que le résultat, c'est leur perte de pouvoir d'achat. Il y a quand même une très forte perte de pouvoir d'achat depuis la Covid, qui est ressentie maintenant, et ça va être bien pire, parce que pour maintenir ce système, il faudra, comme ils disent, chercher de l'argent quelque part et tondre quelque chose. Ça ne sera pas les gens qui reçoivent des dividendes, ça ne sera pas ces intérêts étrangers, parce qu'alors, on serait bloqué sur les marchés financiers. Donc, où reste l'argent? Dans ce qu'on appelle la rente. Mais la rente, qu'est-ce que ce sera? Ça sera ce que gagnent les classes moyennes. Et on va faire une politique d'imposition des classes moyennes, d'austérité sociale, et on va aussi frapper au passage, évidemment, les 20% les plus pauvres dans notre pays. Et on va avoir ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, quand je suis venu en France en 1959, il y avait très peu, pratiquement pas de gens qu'on voyait dans les rues. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 SDF en France. Et Macron avait dit au début de sa présidence en 2017 qu'il n'y en aurait plus. Donc voilà les conséquences concrètes, réelles de cette politique dont on parle. On n'est pas en train de parler de techniques financières, de grandes compétences ou quoi que ce soit. On est en train de parler d'une machine à détruire qui impose au monde un système qu'on pourrait appeler, si le mot n'était pas trop usé, un système de fascisme global dont les pays du Sud global ne veulent plus, et de fascisme de type financier. Donc on ne s'en aperçoit pas parce que ça marche peu à peu. Vous savez, on parle toujours de la grenouille qu'on met dans la casserole avec de l'eau froide, puis tiède, puis de plus en plus chaude, et puis la grenouille finit par être cuite. Ben, c'est un peu ce qu'on nous fait. Et on est au stade où l'eau est en train de devenir chaude actuellement. Oui, ça, on va pas tarder à être cuit, effectivement, s'il se passe pas quelque chose. Je suis un optimiste. Moi aussi, mais quand même. Je vois qu'Éric nous a rejoint. Éric, est-ce que tu veux intervenir? Oui, je disais à Monsieur Cheminade que les propos qu'il tenait il y a quelques années ont peut-être aujourd'hui plus d'impact et de force et deviendront probablement plus audibles à l'oreille du citoyen moyen, parce que la crise est telle que nous accumulons les colères et les contrariétés. On se rend bien compte que la politique et que les politiciens ne sont pas la solution à nos problèmes, puisqu'ils sont eux-mêmes le problème. On vit dans une république de partis, celle qu'exécrait le général de Gaulle. Et moi, modestement, je suis apolitique et apartisan. Je considère les partis politiques non pas comme l'expression de la démocratie, comme on voudrait nous le faire croire, mais comme un instrument de division du peuple. Parce qu'un peuple divisé, évidemment, est plus facile à manipuler et à conduire. Donc, partant de ce constat, Monsieur Cheminade, est-ce que vous pensez que
par le vote, par les élections, nous disposons là d'un moyen efficace, susceptible de changer cette réalité politique insupportable? Alors, nous avons un moyen qui est rendu inefficace par le régime des partis. Les partis qui, d'abord, se servaient eux-mêmes et pas la nation, puis maintenant, ils servent leurs dirigeants et ceux qui les sponsorisent, et même pas leur parti. Donc, on est à ce point de l'histoire. Les gens commencent à le ressentir. Je crois que ce qui était intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes n'était pas ce qu'ils apportaient, puisqu'ils avaient peu de conception, ils n'avaient pas les moyens d'avoir. Mais c'était une révolte tout à fait justifiée et très profonde, et au nom de valeurs. Donc, on a ce potentiel. On a eu ce potentiel aussi dans la grève contre l'extension de l'âge des retraites, les fameux 64 ans. Ce n'était pas la question. La vraie question, c'est la nature du travail. Quelle qualité de travail on peut avoir? Et aujourd'hui, les gens, soit ils ont comme le disent certains, le burn-out, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus, soit le bore-out, ils sont tellement emmerdés et ennuyés qu'ils ne peuvent plus travailler et ils ne le font pas, soit ils sont totalement confus, c'est le burn-out. Donc, on peut faire des catégories, on peut faire des catégories à la française. Mais la totalité, c'est que les gens ne sont pas satisfaits de leur travail et qu'ils voudraient un bon travail. Et que ça, c'est un thème absolument fondamental aujourd'hui pour montrer que ce système financier est destructeur du bon travail. Et ce qu'on doit avoir, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et il faut sortir de ce système de monnaie. Et il faut avoir un système de production physique, d'infrastructures, de plateformes. Et qui était le système qu'on a pu avoir à certains moments de l'histoire, et ça a marché. Et en Chine, si ça a marché, bien qu'il y ait eu un capital étranger qui pensait exploiter la main-d'œuvre chinoise, faire de très grandes affaires en Chine, qu'ils ont fait en partie, mais il y avait un contrôle en Chine, et je dois dire que ce contrôle était exercé par des ingénieurs et des chercheurs qui avaient été intelligemment recrutés comme militants du Parti communiste et qui n'étaient pas les milliardaires. Alors on laissait faire les milliardaires, ça c'est un problème en Chine. Mais il y avait cette architecture de l'État comme on pouvait l'avoir quelque part sous De Gaulle, où vous aviez des gens qui étaient des gens qui généralement avaient été passés par un enseignement scientifique. Ce n'était pas comme aujourd'hui, des gens qui passaient par un enseignement scientifique, soit ne sont pas assez payés comme chercheurs et partent ailleurs, soit n'étant pas assez payés, rentrent dans le secteur financier où un polytechnicien est beaucoup mieux payé, 4, 5, 10 fois mieux payé que s'il faisait de la recherche. Donc ça, c'est un drame de notre société. Et c'est la qualité du travail qui est essentielle. Et un système qu'on doit pouvoir présenter à gens, c'est un système, cette qualité de travail. Alors les élections aujourd'hui ont tellement été dénaturées qu'elles sont quand même un moyen, quelque part qui existe encore, de faire penser les gens. C'est un moyen, à condition que les gens ne soient pas obsédés par les européennes, le résultat qui sera premier, qui sera second sur la liste, et c'est qui pourra échapper à la tenaille Macron-Marine, qui pourra échapper à ça, Macron-Mardella, pardon. Je ne sais pas même plus comment s'appelle la direction de la liste Renaissance, qui est particulièrement désolante, d'ailleurs, non seulement d'un point de vue, même de son point de vue, elle est désolante. Donc bon, voilà, on en est là. Donc les élections, non, personne ne croit aux élections européennes d'ailleurs. Les gens vont voter parce que, voilà, peut-être 80% des gens n'y croient pas et il y aura beaucoup d'abstention. Donc comment redonner aux gens ce goût pour la citoyenneté? Et c'est là qu'il faut, par petits groupes, dans tout le pays, donner un sens de l'enjeu réel des choses et de ce qui se passe et dire la vérité. Dire la vérité sur ce qui se passe à Gaza. Ce qui est fondamental, c'est voilà des dirigeants d'Israël qui trahissent le judaïsme. Donc, et des gens de Hamas qui sont dans le terrorisme, vu qu'on ne leur a pas donné à Gaza d'autres moyens et qui ont pris leur emprise dans une situation de chaos et de confusion. Donc, il faut dire la vérité. Et nous présentons un plan Oasis de développement, par exemple, non seulement pour Israël et Palestine, mais pour tout le sud-ouest asiatique. Et ce plan de développement, c'est l'eau, d'abord, c'est l'énergie et c'est la formation du travail.
Et c'est de ce plan-là qu'on peut y trouver une référence économique qui permettra de sortir de l'affrontement politique qui, lui, devient des voyous messianiques au pouvoir, les Ben-Gvir et les Smotrich, avec un voyou qui est simple, qui n'est pas messianique, lui qui est Netanyahou. Et de l'autre côté, le Hamas et toute l'organisation de frères musulmans et ce qu'il représente. Donc voilà, il faut sortir de cet étau, ça peut être fait qu'en redonnant une espérance aux gens. Et l'espérance, ça peut être que la vie de leurs enfants et leurs petits-enfants soit meilleure. Et ça, je suis frappé dans le monde entier aujourd'hui. Et la France est championne dans ça. On est pessimiste. Même en Chine, où on l'est beaucoup moins, où on pense que l'avenir sera meilleur. Mais on n'est quand même pas follement optimiste. En France, d'après les sondages qui ont été faits, et je sais que les sondages sont toujours biaisés, mais là, ça reflète une réalité. Il n'y a que 3 à 5% des Français qui pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront dans un monde bien meilleur qu'eux. Donc, il faut donner ce sens qu'il y a un projet, qu'il y a un avenir, et pas seulement critiquer ce que les uns ou les autres ont fait aux uns et aux autres. Oui, le problème, c'est qu'il faut lutter contre les forces de l'argent. Et si vous vous souvenez de cette déclaration de François Hollande pendant sa campagne électorale, il désignait les puissances de l'argent comme étant son ennemi. Et puis finalement, lorsqu'il s'est installé à l'Élysée, il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Je vais vous faire une confidence. J'ai dit, voilà, Hollande a dit ça, je voudrais rencontrer quelqu'un à l'Élysée. Et on m'a dit, il y a quelqu'un d'intéressant qui est secrétaire général adjoint, il s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron m'a reçu. Conversation intéressante, il pensait que j'avais bien défini le problème. Il m'a dit, faites une note. Il l'a fait. J'ai fait une note. Il a passé au président qui m'a écrit. Et la troisième fois, Macron m'a reçu et il m'a dit, ce que vous faites est très bien, ce que vous dites, c'est bien, mais ça ne peut pas être fait. Pourquoi? Parce que les banques ne l'accepteront jamais. Mais est-ce qu'on ne peut pas combattre l'emprise des banques? Ah non, il dirait parce qu'elles iraient toutes à Londres. Mais je dis, elles y sont déjà. C'est la grande machine à laver l'argent sale du monde, elles y sont déjà. Et il a dit, oui, mais vous savez, on va se revoir. Alors on s'est revus, c'était la dernière fois, et il dit, non, on ne peut pas y arriver, les banques, on ne peut pas les convaincre. Alors je dis, vous allez probablement faire pire que pas faire de réforme, vous allez faire une fausse réforme. Et comme il y a de la fausse monnaie, on a fait une fausse réforme bancaire avec, c'est comique de voir ce petit monde incestueux, c'est un peu comme les trois là dont on a parlé, mais à un niveau beaucoup plus bas. C'est Oudéa Frédéric Oudéa qui à ce moment-là dirigeait la Société Générale et qui a dit cette réforme ne touchera qu'entre 0,5 et 1% de nos positions. Et sa femme, on a vu où elle a abouti. Donc on a un petit monde très incestueux et il faut sortir de ce monde-là, de l'entre-soi dans ce pays. Dans les partis politiques, moi je me souviens, ce qui m'avait terriblement choqué après mai 68, c'était dans ces partis de gauche, les jeunes dirigeants, les hommes, disaient aux femmes qui étaient militantes, ah, si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu n'es pas libéré. Ben, on a ce genre de raisonnement aujourd'hui. Et moi, ça m'avait, disons, choqué par sa immoralité, mais surtout par sa stupidité. Et ces gens sont stupides, qui sont au pouvoir, et dans les partis politiques, les gens sont stupides, donc il faut leur dire, et les coincer. Ça développe l'esprit. On a un bel exemple de ça, c'est notre ministre de l'économie. Ah, lui, c'est un champion. Voilà, c'est un. Ah oui, lui, chef d'escadrille, lui. Lui, il est chef d'escadrille, lui. Et tout le reste est à l'avenant, c'est-à-dire que dans le domaine de la médiocrité, ils sont en pleine compétition les uns avec les autres. Et il faut bien voir, ils ont en même temps plein de diplômes. C'est là le drame. C'est-à-dire qu'ils ont des diplômes qui en réalité leur ont rien appris sur la vie réelle. Et là, il y a mais il y a aussi des gens dont l'intelligence ne sert à rien. Et Bruno Le Maire est un exemple de ça. Il a beau être diplômé, son intelligence ne lui sert à rien. Oui, mais il est écrivain d'abord, il est ministre ensuite, il est surtout écrivain. Je crois surtout qu'il est adapté au système. C'est-à-dire qu'il est prêt à servir
et il est prêt à le faire comme si c'était la servitude volontaire pour lui, ce que disait la Boétie, hein, enfin, à l'époque, c'est pour lui quelque chose qui fait partie des choses. Moi, j'ai vu à l'ENA, j'ai fait l'ENA, j'ai vu cette servitude volontaire, mais sournoise, vicieuse, se répandre chez des gens qui, par ailleurs, au départ, n'étaient pas les pires qu'on peut se trouver dans le monde. Donc, il y a eu cette contamination. Et pourtant, là, on est en 1966, 1970. Donc, ça s'est empiré. Et j'ai vu ça s'est empiré parce qu'on servait sa propre carrière, on était dans l'endogamie, dans l'inceste, mais on servait aussi l'État. Après, on s'est aperçu que l'État avait abandonné son pouvoir et on a mis à servir la finance, les forces financières. Et aujourd'hui, ce sera des gens qui penseront que il ne faut pas seulement avoir une Rolex, hein, il faut avoir une maison peut-être dans un pays qui sera tranquille, je ne sais pas, dans les Bermudes ou en même temps qu'on a une maison en France, bien sûr. Et penser que partout c'est comme ça. Zelensky, c'est ce qu'il a fait quand il a eu de l'argent. Il a investi dans des propriétés en dehors de l'Ukraine. Et il est vu comme le héros national avec son t-shirt volontairement un peu sale, mais c'est pas possible de voir ça, de voir à quel point on trompe les gens. Et il faut leur dire, il faut oser le dire. Oui, mais écoutez, en toute modestie, sur TV ADP, on s'y emploie, notamment en invitant des gens de votre qualité, Jacques. Mais vous ne m'avez pas convaincu avec la réponse que vous m'avez donnée sur la capacité du vote ou des élections à peser sur la chose politique. Je ne sais pas ce que pense Carrel. Pour moi, c'est une captation d'opportunité, comme dirait Marx. C'est vrai. On nous donne un moyen, on nous le donne frelaté, trahi. Il faut le saisir et le renvoyer au visage de ceux qui le trahissent et le salissent. C'est Coluche qui disait si voter servait à quelque chose, il y a longtemps, ce serait interdit. Alors, voilà, malheureusement, on est de plus en plus nombreux à le penser et on se dit, est-ce que le chemin que propose cette fausse démocratie, c'est-à-dire des élections, un vote, est le bon chemin pour fabriquer une société plus juste, une société plus équilibrée, où la différence entre le plus riche et le plus pauvre ne serait pas indécente, parce qu'on en est là. Il y a effectivement, vous le disiez, et cet après-midi même, je regardais un reportage sur les États-Unis où ils vivent exactement le même phénomène, c'est-à-dire que les gens qui travaillent n'arrivent pas à se loger parce que l'argent qu'ils gagnent ne suffit pas à subvenir à leurs besoins quotidiens. Et c'est un phénomène qui touche le monde occidental en particulier, avec des pourcentages plus ou moins élevés. Vous disiez que vous ne voyiez pas de pauvres il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années dans les rues de Paris, et que maintenant, la misère est partout. Elle s'affiche dans les rues, elle s'affiche sous le périphérique, elle s'affiche dans les bois qui entourent Paris, dans le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, où il y a des villages de tentes et des gens qui dorment dans les voitures. C'est pour ça que je vous disais, je m'inclus dans le lot. Aujourd'hui, nous, Français, nous avons tellement de raisons d'être en colère contre la classe politique parce qu'elle est responsable de la situation dans laquelle on vit. Vous rendez-vous compte qu'on a à la tête du pays un type qui menace une puissance thermonucléaire, probablement la plus importante du monde, de lui faire la guerre. Et j'ai envie de sourire parce que on n'a jamais vu une grenouille effrayer un ours. Et pourtant, c'est exactement ce vers quoi nous engage l'actuel président. Comment on peut sortir de ce monde de fous, Jacques Cheminade, s'il vous plaît? Alors, rassurez-vous, le président n'est respecté par personne, ni à Washington, ni à Moscou.
Donc, c'est ça qui est terrible. Donc, ils en déduisent que la France non plus n'est pas respectable. Donc, il faut redonner aux gens un sens que notre pays existe, qu'il a une histoire et que cette histoire oblige et que notre niveau de vie oblige, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut faire pour les générations futures oblige. Et là que, en effet, si je regarde le système chinois qui a marché, avec bien des défauts, mais il a marché. Il a marché pourquoi? Parce qu'il y avait à la tête des gens qui avaient des capacités de chercheurs et d'ingénieurs. Et on a arraché 900 millions d'êtres humains de la misère. Et il a marché. Alors, avec bien des défauts, bien des problèmes. Mais il a marché. Et là, on ne veut pas reconnaître ailleurs, on ne veut pas reconnaître ce qui a été fait ailleurs. Parce que le grand défi, le correspondant du Monde en Chine, qui a passé 5 ans, dit quelque chose de très juste. Il a dit critiquer la Chine, c'est bien. Mais il y a deux choses. Il faut être capable de faire mieux, sans ça, ça ne sert à rien, premièrement. Et deuxièmement, il faut recevoir ces étrangers, ces Chinois, bien en France, comme eux reçoivent bien les Européens, et en particulier les Français, en Chine. Donc, il faut changer d'état d'esprit. Et il faut penser à un monde où la personne qu'on a en face doit être respectée, écoutée, et en même temps, si elle dit des conneries, combattue. Mais qui est quelque chose qui est très simple, hein, c'est l'empathie. Or, on a perdu l'empathie dans notre société. On a non seulement perdu la fraternité, bien entendu, mais on a perdu l'empathie. Et c'est cette empathie qu'il faut retrouver dans les rapports personnels. Et ça, évidemment, c'est bien au-delà d'un système politique, électoral, qui est basé essentiellement sur le rejet de l'autre. Macron, sa campagne, c'est « je vais aider l'Ukraine démocratique et je vais combattre le Rassemblement national ». Le Rassemblement national, c'est « je vais combattre Macron, qui est très mauvais, qui est le pire qu'on puisse imaginer, et je vais assurer pour une France avec ses vraies valeurs ». Bon. Et tout ça n'est pas du tout expliqué, il n'y a pas de tels représentants de partis politiques sont eux-mêmes des gens qui font leur peuple victime, mais qui sont eux-mêmes les victimes de quelque chose qu'ils sont absolument incapables de combattre et les rejettera comme un mouchoir sale s'il le faut. On en est là. Et si on ne voit pas au cœur, par exemple la drogue est un problème terrible en France aujourd'hui, mais terrible. Qu'est-ce qu'on fait? On voit en Allemagne, on autorise la consommation de cannabis, et en France, on voit soi-disant s'attaquer au point de deal, s'attaquer partout, mais ne rien faire sur le blanchiment de la drogue, sur qui organise le trafic de drogue, et dans le monde et chez nous, et sur les banques, les grandes banques et les intérêts financiers, et on y revient, cette oligarchie financière qui blanchit et qui utilise tous les moyens. Pensez, on est dans un pays qui a admis que la Commission européenne intègre dans le produit intérieur brut les trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains. Là, on a tout dépassé. Oui, j'ai vu logique, ça. Mais c'est criminel. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je vous disais que nous, Français, nous avons de bonnes raisons d'être en colère. Parce qu'évidemment, on voit bien que nous sommes gouvernés par des groupes mafieux. Ces politiciens ne nous représentent pas. Ils représentent en réalité tout ce que nous détestons, c'est-à-dire la trahison, le mensonge, la démagogie, les paroles de pute, pardonnez-moi, parce que quand les accords de Minsk ont quand même été signés par des gouvernements et qui ont dernièrement, Merkel et Hollande avouaient que ce n'était qu'un moyen de gagner de l'argent, de gagner du temps pour permettre de réarmer. Bon, ça veut dire que la signature de nos gouvernements ne vaut pas un clou. Alors, si leur signature vaut pas un clou, leur parole vaut la même chose, c'est-à-dire rien. Et nous, on a l'impression de vivre comme des otages dans un système qui devient de plus en plus suffocant au niveau des libertés individuelles, parce que je ne sais pas si vous suivez l'actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais ils n'ont rien d'autre à faire que de se concentrer sur des lois toujours plus liberticides et réductrices de nos libertés. On n'a pas l'impression que ces gens sont là pour agir
pour notre bien-être, nos libertés. Non, ils nous les enlèvent. C'est ça le boulot qu'ils font. Et rien d'autre que ça. Non, mais je dirais C'est ça, que l'essentiel. je pense que la question aussi, c'est que on réagit là comme, comment dire, à la fin d'un long processus où on a, en fait, on a abandonné la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on a des élections qui se sentent américanisées. C'est-à-dire que aussi les gens ne vont plus voter parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes. Si vous voyez que Sarkozy et Hollande veulent encore revenir pour renouveler la situation. Donc, de plus en plus, disons, on pourra faire une émission rien que sur ça, mais c'est quelque chose, Solidarité Progrès, on s'est battu depuis 15 ans contre, systématiquement, on a détruit le financement pour se présenter, c'est uniquement ceux qui ont de l'argent qui peuvent se présenter. On a supprimé les professions de foi. Les gens savent. Vous recevez même un papier 3 jours après l'élection parce que la poste n'a même pas fonctionné. Vous savez même pas qui est candidat. Les gens se sont désengagés. Donc si vous voulez, ce que je suis en train de dire, c'est que le vote, dans une vraie démocratie, ce n'est que 1% de la politique, c'est le vote. Les 99%, c'est vous et moi qui vont militer, qui vont de nouveau prendre le contrôle de nos syndicats, de prendre le contrôle de nos partis politiques, et de faire entendre un autre son de cloche et de réimposer, de recréer quelque chose qui est vraiment en accord avec la volonté de ce peuple, qui est opprimé par cette particratie qui est devenue complètement à la botte de cette oligarchie financière. C'est très bien de dire ça, mais il faut se battre pour le faire. Et les gens, aujourd'hui, s'ils n'ont pas une espérance, ils ne le font pas. Donc, parce qu'ils sont étouffés par ce que j'appelle, excusez-moi, c'est une expression, mais on est en fin d'émission, donc je peux l'utiliser, le lobby frimput. C'est un lobby financier, renseignement, industriel, militaire, parlementaire, présidentiel, c'est le P, hein, universitaire et think tank. Ça fait frimput. Alors, plus sérieusement, c'est le lobby militaire, financier et numérique qui contrôle tout le fonctionnement de ce qu'on appelle une démocratie. Et démocratie, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas la recherche de la vérité. Démocratie, c'est quelque chose qu'on peut manipuler comme on le veut. Donc c'est là que le problème électoral se pose, en ces termes-là. Ce qu'a dit Carrel, c'est très juste, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà, c'est la question. Je crois qu'il faut, sur cette question, réfléchir et voir comment. Alors justement, vous me donnez l'occasion de rebondir sur un sujet d'actualité, les élections européennes. Allez-vous être candidat, Jacques Cheminade? Vous savez combien ça coûte pour être candidat à une européenne, sérieusement? Je ne sais pas si vous avez une idée. Non, allez-y. Minimum 500 000 euros. 1 500 000 euros. C'est pour ça qu'ils l'ont rendu national, pour les professions de foi, les bureaux de vote et tout le reste. Donc, ça coûte ça. Beaucoup de gens disent « Ah, je vais être candidat, je vais être candidat ». C'est ridicule. Parce qu'ils ridiculisent, ils se ridiculisent eux-mêmes et ils ridiculisent ce que peut être la politique. Et il y a des tas de petits groupes de bonne volonté qui veulent le faire, mais ils n'ont aucun des moyens. Donc, il faut se réunir d'abord pour voir. Moi, je dis il faut unir les souverainistes. Et les souverainistes ne sont pas du tout prêts à s'unir entre eux. Il y a des gens qui essayent, mais ils ne sont pas prêts à s'unir. Donc, alors, il y en a qui ne veulent pas voir un tel, d'autres ne veulent pas voir un tel, d'autres veulent voir personne. Et ils font passer je sais pas, leur identité, je pourrais dire, avant la vérité et avant ce qui est nécessaire à notre pays et au monde. Donc, ils ont perdu le sens du bien, je pense, du bien commun, et ils sont dans cette société divisée en catégories dans laquelle on est plongé de plus en plus dans la pensée de groupe, ce que les Américains appellent le groupthink, c'est-à-dire le fait qu'on est dans une catégorie et qu'on ne peut pas communiquer avec les autres. Regardez même dans les services de rencontres qui sont aujourd'hui lancés pour trouver chaussures à son pied, si j'ose dire. Eh bien, là, on vous prend et vous définissez, d'après tout ce que j'ai pu lire, je n'ai pas participé, mais d'après tout ce que j'ai pu lire, qu'on a toute une catégorie de choses et vous allez vous matcher
avec quelqu'un qui est proche. Vous allez sur Netflix. Si vous avez commandé 2 films japonais, ils vous enverront que des films japonais et vous proposeront ça. Donc, cette division du monde en catégories est profondément contraire à la citoyenneté, qui est une Jeep. La citoyenneté, c'est une Jeep, c'est un tout-terrain. Et on peut dire, on doit trouver le moyen d'écouter l'autre, de se battre avec lui s'il le faut, intellectuellement, et d'aboutir à une chose où les choses sont dites. Ici, les choses ne sont plus dites. Il y a un sous-jacent dans cette vie politique, complet, dans tout. Et il faut, pour extraire des gens ce qu'ils pensent vraiment, c'est parfois très difficile. Nos équipes de militants qui sont sur le champ, dans le terrain, dans la rue, ont beaucoup de mal parfois à voir ce que les gens pensent. Et je crois que aujourd'hui, vu le niveau que les choses ont atteint, une des pires calomnies qu'on puisse lancer contre quelqu'un, c'est de dire que c'est un politique. Mais vous ne craignez pas que, compte tenu des événements actuels, les événements internationaux qui sont d'une particulière violence, hein, je pense à Gaza et à ce qui se passe en Ukraine, mais à Gaza plus particulièrement, parce qu'on a là une armée qui est parmi les mieux équipées du monde, contre des populations civiles. Alors, un génocide en direct sur nos téléphones et sur nos ordinateurs. Le génocide. Où on voit. Pardon. Oui. Un génocide, oui. Où on voit. Que la Cour internationale de justice avait jugé plausible, maintenant plus que réel. Donc, et c'est abominable de penser qu'il est fait par un peuple qui avait été lui-même victime de génocide. Et voilà. Par des dirigeants de ce peuple qui sont les coupables, hein, qui sont des gens, des voyous, ce que j'appelle des voyous messianistes, et qui ont pu arriver au pouvoir. Donc, les gens qui voient ça, moi, on m'a dit le pire, c'est ceux qui ont laissé se créer cette situation. Et aujourd'hui, les Américains qui disent qu'il faut être un peu plus gentil avec les gens à Gaza ou à Rafah, il faut être plus gentil. Et qui en même temps envoient les armes et l'argent à Israël. Qu'est-ce que vous voulez ? Au lieu de dire il faut changer un peu les choses là-bas. Jacques, ce qui est grave, au-delà du génocide, qui est quelque chose d'atroce déjà et qui est insupportable, ce qui est grave, c'est la conséquence. Le fait qu'Israël ne se soumet pas au droit international. Le fait qu'Israël soit l'objet de centaines de résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées. Le fait qu'Israël continue et s'obstine à désigner le Hamas comme un mouvement terroriste, alors que la résistance est un droit légitime reconnu par la Charte des Nations Unies dans le cadre d'une occupation. Alors, tout ça fait qu'on se dit, le monde occidental, ceux qui se revendiquent étant les champions du droit international, des droits de l'homme, de la civilisation, sont en réalité les pires voyous, parce que ce sont les Occidentaux qui ont commis quand même des massacres les uns après les autres dans nombre de pays arabo-musulmans. Est-ce que tout ça, ça ne va pas finir par être un peu comme le lait sur le feu, attiser en même temps la violence dans notre propre pays? Est-ce que vous ne craignez pas qu'on assiste à une explosion ou des affrontements? Alors pour l'instant, il y a eu une certaine sagesse à l'intérieur de la France, hein, que je trouve vraiment, disons, encourageante. Mais il faut dire aux gens les vérités. Je prends Gaza, bien sûr, mais il faut dire, Gaza, c'est les conditions du ghetto de Varsovie en 1942. Ce n'est pas encore 43, mais c'est 42. Et il faut être clair. Et si vous dites ça, les gens pousseront des cris d'épouvante. Moi, j'ai vu des gens, tiens, dans la rue, un de nos militants disait, comme je le dis et on fait campagne depuis longtemps, libérer Marwan Barghouti, ce sera essentiel. Bien, ah non, ça non. Et il part tout de suite, sans discuter. Donc, la télévision nous habitue à ça. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir? Moi, on m'a demandé un jour, c'est le Kabash qui m'a demandé, est-ce que vous êtes sioniste ou anti-sioniste?
Alors, je vais dire, il y a 3 sionismes. Ah non, ça n'a pas d'importance. Il y a 3 sionismes. Je vais terminer. Lequel des 3? Il y a un sionisme culturel qui est hérité du Bund socialiste d'Europe centrale et qui a critiqué violemment l'État d'Israël, d'ailleurs, dans sa façon de faire. Puis il y a un sionisme politique. Enfin, il y a un sionisme fasciste qui est Jabotinsky. Et on va voir un peu ce qu'est Jabotinsky et ce qu'il a fait. Et le père de Netanyahou était le principal conseiller de Jabotinsky. Donc, si on dit ces choses, et on le voit sur l'Ukraine, il faut dire une chose très simple. Le Donbass, si vous regardez au moins la géographie, est habité par des russophones et il est à l'est de Moscou géographiquement. Donc, si vous dites des choses comme ça, mais les gens sont tenus dans une ignorance de choses très simples. Et après, une fois qu'on pense savoir quelque chose, on l'inflige à l'autre, au lieu d'essayer d'amener l'autre par ses propres moyens et en encourageant sa capacité de connaître et de comprendre, à amener à penser. Alors oui, le processus électoral aujourd'hui est tout à fait contraire à ça, mais c'est une captation d'opportunités pour intervenir sans, vous savez, il ne faut pas attendre d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. C'est tout ce que je pourrais dire sur ça. Voilà, mais depuis 3-4 ans et probablement, après. il se passera dans d'autres domaines, il se passera des choses dans d'autres domaines. Moi, je crois profondément. Oui, mais en conclusion, je dirais que depuis 3-4 ans, on subit quand même des événements extraordinaires, à commencer par le Covid et puis par la réponse vaccinale qui a été apportée et qui génère bien plus de problèmes que le Covid lui-même. Derrière, on a un président qui gouverne par la matraque et par la violence depuis 2017. On est dans un état de tension extrême. Et moi, contrairement à vous, Jacques, je pense qu'on risque d'assister à une explosion sociale parce que tous les ingrédients sont réunis pour ça et qu'au fond, on a presque l'impression qu'ils nous y poussent presque. Parce que quand on voit le gouvernement français soutenir un régime nazi en Ukraine, en prétendant que c'est une démocratie, que c'est l'avant-poste du monde libre, j'ai envie de rire. Quand je vois le gouvernement français apporter son soutien inconditionnel à un État suprémaciste, raciste et génocidaire, je m'excuse, mais en France, il doit y avoir quand même une majorité de gens qui ont un minimum de bon sens. On voit bien que les décisions et l'attitude, par exemple, de Macron vis-à-vis de Poutine, c'est complètement suicidaire. On a l'impression d'être dans un asile de fous, Jacques. On y est. Moi, on est sur la nef des fous. Nous y sommes. Et on ne sait pas, on va droit vers les rochers. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir et de pouvoir continuer. Il faut faire des choses. Hein. Et vous auriez dû voir de près mes 3 élections présidentielles comme j'étais traité comme un chien. Pour moi, ce n'était pas important que ce soit pour moi, mais c'est important pour le fonctionnement de comment. Je les ai vus, Jacques. Je les ai vus. Mais non, il faut lire la réunion du Conseil constitutionnel qui a rejeté mon compte de campagne en 95. C'est ahurissant. C'est une réunion de mafieux. Et Jacques Robert, qui maintenant proteste d'ailleurs sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est le membre du Conseil constitutionnel qui avait protesté et qui m'a dit, avant le délai de 25 ans, un peu ce qui s'était passé. Et moi je suis convaincu que j'étais pris comme bouc émissaire, non seulement parce que je n'étais pas de cette société-là, de ces gens-là, mais parce que j'avais dénoncé l'oligarchie financière et j'avais dit, dans 10 à 12 ans, il se produira une crise très grave. Et s'il m'avait laissé tranquille, ça aurait créé une très grande crédibilité pour ce que je disais. Mais il ne le voulait pas. Pas parce que c'était moi, c'est parce qu'il ne voulait pas que ce sujet-là soit sur la scène. Non, et puis vous êtes un peu l'antithèse de la politique, Jacques Cheminade. Vous êtes avant tout un honnête homme. Alors, ça, je dis toujours, le goût, comme disait, je crois que c'était Marx, le goût du pudding est dans la façon de le consommer. Donc, on verra. J'ai encore quelques années à vivre. Je ne suis pas jeune, j'ai 83 ans. Mais je pense que ces années vont être fondamentales. Oui, je pense que votre parole va être de plus en plus entendue
parce qu'elle décrit la réalité que nous vivons. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Je retourne dans la cuisine parce qu'il faut que je pilote les machines. Je te laisse conclure, mon frère Claude. Ça marche. Eric, merci. Eh bien, c'était un plaisir donc de vous avoir tous les deux. Peut-être, je vous laisse à chacun un petit mot de conclusion, un petit mot de la fin, tour à tour, et puis après on conclura l'émission. Donc, Karel, allez, allons-y, puis on terminera par Monsieur Cheminade. Karel, le mot de la fin. On a eu bien l'occasion de poser le défi qui est devant nous. Donc, c'est exactement, effectivement, vous êtes l'antithèse des médias dominants. Et donc, en donnant la parole aux voix dissonantes, peut-être on pourrait avoir une musique un petit peu plus harmonieuse dans ce pays. Merci. Monsieur Cheminade, allez-y. Une phrase de Martin Luther King qui disait « On croit qu'on est aujourd'hui, mais en réalité, pour le meilleur comme pour le pire, on est déjà demain. Et pensons qu'on est déjà demain pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. » Absolument, je trouve que c'est une très très belle conclusion. Eh ben, je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On refera d'autres émissions avec vous, bien évidemment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis écoutez, pour ma part, on se retrouve vendredi prochain dans mon émission Libre Parole. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci.